Donc, très rapidement, est-ce que vous étiez tous là à la session d'hier ou non? Non. D'accord. Bon, bah, on va faire dans tous les cas un tout petit récapitulatif de ce qu'on a pu dire hier. Donc, PowerSC, SSC, c'est pour sécurité et conformité. On va avoir 4 axes principaux sur PowerSC. Le premier, c'est la conformité. Bonne nouvelle. On a des profils qui suivent des normes industrielles connues sur PowerSC. À partir de ces profils, ça correspond à un ensemble de règles qui permettent de voir l'écart entre ce qui est attendu par la norme et vos environnements. Et en plus de ça, ça va plus loin, ça permet d'automatiser aussi la correction des déviations justement entre le profil et vos environnements. Et à partir de ces profils, vous pouvez ensuite créer vos propres profils customisés, c'est-à-dire vous avez un ensemble de règles, comme j'ai pu le dire juste avant, et parmi ces règles, bah, vous allez en sélectionner certaines, parce que dans certains cas, certaines normes et certains profils sont, comme c'est connu, elles sont trop restrictives, et bah, l'objectif c'est de se rapprocher le plus possible et de dire, bon, bah, on est conforme parce qu'on répond à toutes ces obligations-là. Par contre, si je fais ça, en fait, mon application, personne n'y accède. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on peut customiser donc, des profils. Une fois qu'on applique un profil sur une partition ou sur plusieurs partitions, que je vais aussi appeler endpoint, c'est comme ça qu'il l'appelle sur PowerSC, euh, vous pourrez observer des rapports de conformité, donc qui vous permettent d'avoir une vue soit synthétique, soit détaillée de l'état de la conformité sur vos environnements. Ensuite, le deuxième axe, ça va être la sécurité. Donc, on va un peu plus en parler via une démonstration aujourd'hui. Euh, la sécurité sur PowerSC, c'est un petit peu une boîte à outils et ça permet d'interfacer avec des fonctionnalités inhérentes des OS. Pour la partie IBMI, on va retrouver de la surveillance d'intégrité de fichiers et en fait, ça permet d'interfacer avec le QOD de journal. Derrière, ça permet donc de manipuler directement, en fait, ça transforme le QOD de contrôle, arrête ainsi. Le QOD de contrôle en étoile OBJ Audit. Et derrière, vous choisissez depuis l'interface graphique quels objets vous voulez monitorer, sachant qu'il y a un héritage, bien sûr, sur les objets. Derrière, il y a aussi d'autres fonctionnalités, donc on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails. L'une d'entre elles, c'est d'interfacer avec un antivirus, donc ClamAV, c'est un antivirus qui est open source et qui est supporté sur IBMI, pas par IBM. Et, voilà, vous pouvez le faire tourner et depuis PowerSC, c'est possible de faire toute la partie configuration et faire tourner justement les scans. Par contre, ça reste un antivirus, donc quand on lance un scan, ça va avoir une certaine charge CPU, une certaine charge mémoire. Ça reste le principe d'un antivirus. Après, le débat sur l'utilité d'un antivirus sur IBMI reste ouvert, c'est ça. C'est l'antivirus, on va dire, c'est vraiment plus axé sur la partie IFS, quoi. Tout le monde s'y connecte et l'IBMI se retrouve principalement en tant que porteur sain, en fait, dans ces environnements. Mais porteur sain, donc capable de propager aussi. Voilà. Ensuite, bon, gestion des mises à jour, c'est inexistant sur PowerSC pour IBM pour le moment, donc on peut juste voir le niveau d'OS, mais ça ne nous avance pas beaucoup. Euh, parce que historiquement, PowerSC est un outil plutôt orienté AX et Linux, et c'est vrai que du coup, pour cette partie-là, c'est à améliorer, sachant que l'outil est quand même régulièrement mis à jour, et ces dernières années, on a vu quand même des améliorations côté IBM qui sont non négligeables. Et le dernier point qu'on va voir plus en détail aujourd'hui, c'est la partie multifacteur authentification. Donc, je pense que tout le monde connaît ici le MFA. Il n'y aura pas besoin de s'éterniser forcément dessus sur les principes. Et bien entendu, les OS supportés, c'est les OS supportés par la plateforme Power. Donc, on retrouve IBMI AX et Linux, donc les deux distributions Red Hat et SUSE. Et avec un petit détail, c'est que en plus de la plateforme Power, c'est aussi possible d'avoir des agents PowerSC sur des machines virtuelles sur x86. Linux.
on va parler un tout petit peu plus de la partie MFA, comme c'est ce qu'on va aborder ici. Donc, un récapitulatif des facteurs qui sont supportés par PowerSC MFA. Donc, on n'a pas réinventé le fil à couper le beurre, ni les méthodes du coup d'authentification. Et PowerSC permet d'interfacer avec des méthodes déjà connues. Donc après, en méthode connue et gratuite, il y a le time-based one-time password, qui est assez pratique. Et derrière, la partie qu'on pourrait mettre plus en avant pour PowerSC MFA, c'est la possibilité de créer vos propres combinaisons de multifacteurs. Donc ça permet de regrouper des méthodes qu'on a vues juste avant d'authentification que vous pouvez déjà avoir à disposition et de faire, selon les types d'utilisateurs et les accès qu'ils vont avoir à ces méthodes-là, de créer vos propres combinaisons. Donc, des utilisateurs pour qui on est obligé d'avoir le MFA et qui ont déjà du Secure ID, c'est possible d'utiliser Secure ID et de l'hériter pour s'authentifier. Pour d'autres utilisateurs, c'est aussi possible de dire, on utilise le TOTP, qui est un moyen gratuit mis à disposition, et une autre méthode d'authentification. Avec également un autre point, c'est que depuis l'interface graphique PowerSC, c'est possible d'extraire un token, donc un token qui va dire je me suis authentifié avec succès au MFA, à à ma combinaison de multifacteurs, et ce token me dit que j'ai le droit de me connecter sur ma partition ou ma machine virtuelle. On a le droit d'être sur x86. Très brièvement, parce qu'on en a déjà parlé hier, il y a une deuxième partie d'interface graphique PowerSC MFA qui permet de gérer un peu la configuration du système. Donc ça va être la configuration du serveur en lui-même. Par exemple ici, et les ports avec qui les différentes partitions vont échanger pour s'envoyer justement le mot de passe, les méthodes d'authentification, etc. L'activation ou la désactivation de certaines méthodes. Et derrière, je ne vais pas rentrer dans le détail partout. Juste, hier, il y avait une question intéressante qui était est-ce que les méthodes d'authentification sont stockées sur le serveur MFA ou sur toutes les partitions? Les méthodes d'authentification sont stockées sur le serveur MFA. Il y aura juste un échange entre la partition cliente et le serveur MFA. Sachant que ça, c'est valable pour les environnements Linux. On vient juste après pour ce détail. Pour la partie IBMI, il y a une configuration à faire spécifiquement. Donc, il y a un onglet IBMI Server et c'est relativement simple d'ajouter une nouvelle partition. Donc, serveur, c'est un peu un abus de langage, mais c'est relativement simple d'ajouter une partition. On donne son hostname, donc ça doit bien entendu matcher avec le hostname qu'on a sur le DNS, sinon on aura des mauvaises surprises. Ensuite, on choisit un utilisateur qu'on a sur notre partition serveur PowerSC MFA. Donc ici, le nom est AAPMFA de notre utilisateur. Et après, l'utilisateur sur la partition IBM. Donc là, la particularité, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir le même nom entre l'utilisateur sur la partition PowerSC MFA et l'utilisateur sur la partition IBM. Une fois que ça s'est fait, tout se passe bien et on peut s'authentifier. Donc, j'ai passé la partie ajout d'utilisateur, hein, on va la voir juste après. Pour s'authentifier sur une partition IBMI, on n'a qu'une seule méthode, c'est le fait d'utiliser le token mis à disposition par PowerSC MFA. On se connecte sur une interface graphique. J'ai mis que la partie qui nous intéresse, mais bon, une grande page blanche comme ça, avec juste cette partie-là qui nous intéresse. Si on a rentré le nom d'une règle qui existe vraiment, à ce moment-là, on arrive sur la page avec l'identifiant donc sur notre partition PowerSC MFA et les méthodes d'authentification. Donc ici, c'est deux méthodes faciles à utiliser, le TOTP et un mot de passe AX classique. Et ensuite, si on s'authentifie avec succès, à ce moment-là, on obtient le fameux token, donc le CTC, et on a juste, c'est un exemple, mauvais exemple, hein, si c'est sur une partition AX. Et on a juste à copier-coller en fait le token.
Donc voilà, on a fait le tour des différentes fonctionnalités. Bien sûr, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Là, c'est plus bon, c'est pas grave. C'est plus orienté pour faire une démonstration et des échanges si vous voulez voir des fonctionnalités en particulier. La particularité qu'on va avoir et des prérequis en termes niveau d'OS, la partie qui va nous intéresser, bien entendu, est à droite, avec une information qui est très importante, c'est que à partir du 12 décembre, la nouvelle version de PowerSC permettra d'avoir le serveur PowerSC et son interface graphique sur une partition IBMI. C'est-à-dire que pour les clients qui n'ont que l'IBMI, ce sera possible d'avoir PowerSC dans son entièreté. Du coup, montre un petit peu l'aspect, ils sont vraiment en train de considérer la partie client IBMI et on est régulièrement en échange avec la partie développement pour leur montrer 2-3 axes d'amélioration. Voilà pour cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Non? PowerSC fait partie des grandes zones du système d'exploitation. La partie PowerSC Oui. qui est intégrée dans l'IBM. À partir de décembre. Oui. Alors, ce ne sera pas inhérent dans le système d'exploitation, ça reste un logiciel, un logiciel à part. C'est un logiciel à part, oui, qu'il faut installer. Qui est facturable. Alors, il est facturable, mais de ce que j'ai entendu, c'est clairement pas le plus cher du marché, que ce soit pour le MFA comme pour la partie toutes les autres fonctionnalités. Par contre, en fait, ça veut dire que ça apporte une solution. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est obligé d'avoir un MFA serveur qui était sur une partition AX ou Linux, qui était externe. Ça veut dire que demain, finalement, pour un client IBMI qui veut se dire, ben voilà, moi, ma compliance, je peux l'utiliser nativement sur ma machine, bah, finalement, même si je n'ai pas d'AX dans mon système ou Linux, je m'en fous, je peux gérer mon. Et ça devient un composant, c'est-à-dire que vous avez juste à télécharger des packages à l'intérieur de l'IBMI et vous installer. Après, vous allez avoir un GUI, une interface, comme le PowerSC où Mathieu va se connecter, qui sera identique. Donc, nous, avec Mathieu, on travaille avec les labs et la chef produit US pour PowerSC, mais on va télécharger ça. Et notamment, le 5 décembre, on fait les annonces Power, ainsi de suite. On espère bien avoir l'environnement avant pour pouvoir faire aussi, pareil, une démo présentée dans ces annonces-là, justement, cette nouveauté-là. On désespère. C'est deux serveurs à part pour essayer pour rester mieux fort. Oui, ça permet de dissocier. En fait, à l'origine, c'était deux produits qui étaient distincts. Il y avait PowerSC d'un côté, PowerSC MFA de l'autre. Et depuis la version 2.0, qui doit être de 2019, pour ces eaux-là, les deux ont été combinés sous une seule licence. Une seule licence donne accès à toutes les fonctionnalités. Par contre, les deux sont quand même dissociés. Sachant que c'est possible d'installer le serveur MFA et d'utiliser le serveur PowerSC MFA pour se connecter au serveur PowerSC. Les deux sont imbriqués avec un affichage particulier. On ne l'a pas fait encore dans le jour. Non. Yes. Je propose qu'à la limite, on fasse un petit peu le récapitulatif de la démonstration qu'on avait fait rapidement hier sur la partie conformité, comment on crée un profil, on l'applique, etc. Comme ça, on fait un récapitulatif et après, on peut développer justement sur l'utilité que peut avoir le MFA sur les règles qu'on a appliquées hier. Donc, ce qu'on avait fait hier, c'est qu'on avait créé un profil customisé. Donc, sur la page Profile Editor, je vais peut-être l'ouvrir en grand. Pour le moment, on n'a pas besoin de séparer les deux. On retrouve tous les profils par défaut sur la liste qu'on voit ici, avec un nombre plus limité de profils pour la partie IBMI. Pour le moment, il n'y en a que 3. Ça fait 2 de plus qu'il y a 2 ans. Croisons les doigts. À chaque fois, le préfixe permet de savoir de quel OS il s'agit. On voit encore l'héritage de la partie AX où, pour les profils AX, il n'y a pas de préfixe. Pour les profils Linux, IBMI, etc., il y a un préfixe. Et ce qu'on avait regardé, c'était donc quand on prend un profil par défaut,
on voit le nombre de règles au total. Si on prend par exemple IBMI CIS 7.5, on voit qu'il y a 86 règles et à chaque fois, chaque règle va avoir une ou plusieurs actions potentielles. Je n'ai pas fait le tour de toutes les règles, je ne vous le cache pas. Et ce qu'on avait fait hier, c'est qu'on avait fait la règle IBMI PSC démo Dupont. On avait plusieurs utilisateurs Dupont T, Dupont D et Dupont S qui avaient potentiellement un mot de passe par défaut. Et au début, on faisait juste la vérification de tous les utilisateurs d'une partition qui pourraient avoir un mot de passe par défaut. Et après, on a vu cette possibilité justement d'incrémenter la sécurité dans les environnements pour pas tout de suite faire un choc frontal aux utilisateurs et de dire, bon, on essaie de pousser cet aspect mot de passe par défaut et on rajoute, par exemple, des règles sur le QPassword Rules. Le nombre minimum de caractères, le fait de ne pas avoir le nom d'utilisateur directement comme dans son mot de passe, le fait de pouvoir dire, bon, entre deux mots de passe, il ne faut pas avoir à la même position le même caractère. Je n'ai pas listé tous les composants qu'il y a sur QPassword Rules, mais c'est un petit peu là-dessus qu'on s'était arrêté hier. Et pour vérifier, donc on va dans l'onglet Compliance. Ah non, pardon, First in First. On va faire ça sur une autre partition que celle d'hier. Donc, j'ai mon profil, je n'ai pas détaillé, j'ai mon profil existant ici. Pour copier le profil sur mon endpoint, copy profile to group member. Et ensuite, on va aller sur le MFE IBMI PSC test 01, qui n'est plus une partition Padawan. Hein? T'as progressé, mais tu l'as. Non, quand même pas. Donc voilà, l'opération est relativement simple. Maintenant, on se rend sur l'onglet Conformité. On sélectionne notre partition sur laquelle on veut appliquer le profil. Et, chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, hein, il y a différentes opérations qu'on peut effectuer en lien avec la conformité. La simulation, qui est le best practice. J'ai un profil, je veux d'abord voir la déviation que j'ai entre ma partition et ce qui est attendu. L'application, je sais ce qui va être corrigé, je sais que ça ne va pas faire tomber ma partition, et je corrige justement les déviations. Le undo qui permet de dire, bon, j'ai appliqué un profil, mais quelque chose ne va pas très bien, donc on fait un rollback. Attention, il faut quand même être vigilant, c'est pas parce qu'on peut faire un rollback que tout va se passer bien sur le rollback non plus. Fois, quand on verrouille, qu'on casse la clé dans la porte, même le fait d'essayer de faire quelque chose, ça ira pas. Et le check, donc c'est sensiblement similaire à l'opération simulée. La seule différence, c'est que ça va vérifier le dernier profil appliqué et ça permet de garder une trace, en fait. De garder une trace entre la dernière fois que j'ai appliqué mon profil et le moment, l'instant T, plus 10, 20 jours, 20 ans, où je vérifie que mon endpoint est toujours conforme, sans que j'ai appliqué le profil. Ça, c'est aussi intéressant. Donc, on va faire la best practice, simulation. On sélectionne notre profil customisé et on va lancer la simulation. Après, les partitions qu'on a sur notre forum sont relativement limitées en termes de puissance, donc ça met plus ou moins de temps. Je meuble. Voilà, on va voir. C'était fait la partition avec 3 coupes. Oui, ça va être la surprise. Oui, c'est vrai qu'il y a un délai à chaque fois. Tac. Et on voit avec la simulation, toujours les mêmes utilisateurs. Il va vraiment falloir que je change leur mot de passe. Parce que bon, oui, on a les utilisateurs Dupont qui sont prévus dans le programme d'être mot de passe par défaut. Par contre, les autres, ils ne sont pas prévus. Voilà. Et en plus de ça, donc, on voit sur notre deuxième règle, chose qu'on n'avait pas vue hier, on voit qu'on est
on est sur du password sysval dans QPassword Group. Un peu open bar. Et alors que ce qu'on devrait avoir, c'est une taille minimum de 8 caractères, une taille maximum de 10 caractères, etc. Sachant bien sûr que cette liste, comme j'ai dit tout à l'heure, elle peut être modifiable. Donc, Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la QPassword Rule, quand on met étoile sysval, par défaut, ça veut dire qu'on applique toutes les autres valeurs système du QPassword. Si elles ne sont pas définies, c'est open bar. Par contre, quand vous spécifiez dans QPassword Rule que vous allez utiliser telle valeur système, il faut aller les CTP. Parce que ce n'est pas parce que ça va les activer, mais malheureusement, si derrière elles sont étoiles non, ça ne fait rien du tout. Donc, c'est double effet qui se coule. C'est-à-dire qu'il faut bien penser, ce n'est pas parce qu'on met QPassword Rule là-dedans et qu'on a toutes ces règles-là, si elles ne sont pas configurées correctement, l'efficacité, elle est la même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais par contre, après, c'est aussi le meilleur moyen de couper la branche sur laquelle on est assis. Parce que quand vous mettez, je n'utilise pas le même mot, ça se passe, les mêmes positions de caractère, pas de chiffre, pas de... Au bout d'un moment, ça devient tellement restrictif que le jeu, c'est que finalement, un utilisateur, il va trouver un moyen de contournement, il va faire son profil à quelqu'un d'autre aussi. Donc c'est là où ça devient dangereux. Mais en tout cas, il faut vraiment penser que on peut faire de la sécurité, ce produit-là, il va vous aider. Et même un client demain, le fait qu'on ait toute la partie autonome sur l'UBMI, finalement, on va vraiment ajouter un niveau de sécurité complémentaire. Après, c'est vraiment traiter du profil en masse. Hein. Si vous avez 10 profils utilisateurs, vous pouvez faire à la main. Mais quand vous avez des partitions avec 3000 Pékin derrière, vous pouvez s'imaginer que c'est quand même mieux d'avoir ce genre d'outil, et surtout si vous avez 17 partitions. On l'a vu, hein, nous on a parlé avec des clients qui ont 20, 30, 50 partitions, et déjà tester, s'assurer que sur 50 partitions, il n'y a aucun user qui a de mot de passe identique au profil, c'est du boulot. Là, l'avantage, c'est que vous choisissez même un groupe de endpoints. Par exemple, on aurait pu créer un groupe partition IBMI. Dedans, il y a 50 partitions. On sélectionne ce groupe, appliquer la règle, check, et il nous fait le truc. Donc, là-dessus, c'est aussi ça la simplicité. C'est de se dire, j'ai une vision rapide de ce que je fais. Bah, du coup, on va le tester sur 2 partitions d'ailleurs. Oui. L'outil que les gens qui font de l'audit, qui utilisent beaucoup Bah, on va dire que de l'audit. ça peut faciliter un petit peu le Oui. travail. Donc, la partie, on fait de la vérification, etc. Et une fois qu'on applique un profil, on va dans la partie rapport. Bah, si vous voulez, on va le faire là en direct. Donc, j'applique mon profil, tac. Je l'applique en même temps sur les 2 partitions. Les GDR, c'est magnifique. Il y en a qui sont en test, ils vont avoir une surprise. Hein? S'il y en a qui sont en test, il y en a qui vont avoir une surprise. Oui, mais bon, Tant pis. C'est pas utilisé, pas. donc là, j'ai appliqué des profils sur mes partitions. Si je vais dans l'onglet rapport, la partie allez, compliance details, je vais prendre que mon groupe avec mes partitions IBMI. Tac. Hop. Hop. Et voilà, on voit que bon, après, ça, c'est des règles qui n'ont pas un impact forcément très très conséquent. Mais la partie qui nous intéresse, c'est de se dire là, on a un rapport avec l'ensemble des règles qui ont été appliquées et à quoi elles correspondent. En plus de savoir que bah, je suis conforme en fait. Ces règles-là, je les respecte. C'est-à-dire que vous donnez ça à quelqu'un qui fait de l'audit, il n'y a pas besoin d'aller chercher, trifouiller un petit peu partout pour avoir ces informations-là. Sachant en plus que comme c'est un outil qui est externe, qui est fait pour ça, c'est pas un outil bricolé maison, c'est un peu plus simple. J'ai vu quelques outils bricolés maison qui sont très très bien, mais pour le besoin d'un auditeur, l'outil rentrait beaucoup trop dans le détail, quoi. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemble la partie rapport pour cette partie-là. Donc voilà. Maintenant, si on veut s'amuser, donc on va sur nos partitions. Tac. On est sur notre partition test. On va se connecter. Je ne me souviens plus qui en majuscule, minuscule. Il était en majuscule. Voilà, c'était un mot de passe par défaut. Sachant qu'en plus, je me suis trompé une première fois.
Et maintenant, on va essayer de changer le mot de passe. Donc, Dupont-D. Allez, on va essayer de... Et là, du coup, on voit que ça a pris effet sur les changements qu'on a demandé sur QPassword Rules. Et donc là, on a l'ensemble des points à respecter. Et le premier message, la première erreur, on s'est trompé parce que la raison 2, le mot de passe ne contient pas assez de caractères numériques. Tac. Et si, du coup, on essaye une autre méthode. Voilà. La raison 18. Ah, j'ai mis mon nom d'utilisateur dans le mot de passe, sachant que hier on avait vu quand on mettait à la base avec vraiment le tout au ras des pâquerettes, aucune sécurité, quand on mettait un D majuscule, un U minuscule, etc., c'était pas considéré comme un mot de passe par défaut. Là, par contre, dans QPassword Rules, lui, il a dit minuscule, majuscule. J'ai vu que c'était le nom d'utilisateur, faut pas se moquer du monde, quoi. Je vais arrêter de me tromper quand même, parce que à force, ça va pas passer. J'ai utilisé ton astuce. Peut-être. Oui. Donc voilà, on a réussi à s'authentifier et on est tous très contents que notre utilisateur ait enfin suivi la voie de la raison et surtout les règles qu'on veut appliquer. Euh, tac. Et là, si on veut regarder, on voit qu'on a bien modifié notre valeur système QPassword Rules avec tous les paramètres qu'on a voulu appliquer, sachant que dans le profil, c'est possible de rajouter ou d'enlever ou de modifier, enfin de faire ce que vous voulez en fait avec les arguments que vous passez à la règle. Et donc là, si on essaye de faire un rollback, de se dire bon on va le faire sur les deux, hein, comme ça. Tac, un rollback. Bon, j'ai modifié mon QPassword Rules, mais justement, le téléphone, il est rouge, incandescent, il n'y a plus de batterie. Bon, essayer de retourner en arrière. Là, on voit le undo et on voit qu'on a passé l'annulation donc des règles qui ont été appliquées, à savoir que donc on avait identifié des utilisateurs qui avaient un mot de passe par défaut. On a mis leur mot de passe comme étant expiré. On aurait pu les disable, hein, mais ça a été sympa. Et là, en fait, juste, ils sont réautorisés parce qu'on est vraiment très sympa. Et là, normalement, si on retourne dedans, on voit qu'on est retourné à étoile password 6 val. Donc voilà. Et, Ça permet de réparer les boulettes plus facilement. je mettrai un léger bémol sur le rollback, hein. Je préfère pas l'utiliser quand même. Alors après, il y a un paramètre qu'il faut faire attention, c'est que si l'utilisateur, entre-temps, il a changé son mot de passe, le undo, malheureusement, c'est qu'un coup sur deux, ça peut le remettre, ou soit ça ne marche plus, le profil se retrouve désactivé. Ah bon, on va essayer. On va Et essayer. C'est mineur. Et parce que si entre-temps l'utilisateur a été obligé de respecter la règle, par contre, s'il a mis un mot de passe qui respectait toutes les règles, le nouveau mot de passe était bien. Ouais. Ça a été corrigé. C'est que du coup, il a modifié son mot de passe en 20, il aurait pu garder. En fait, ça, c'est un truc un bug qu'on avait remonté. Du coup, le undo, avant, il pétait les trucs, et ça veut dire que depuis la dernière version, si le mot de passe suit toutes les règles, même si on est revenu à QPassword 6 balles, ça ne nous freine pas, en fait. Il garde le mot de passe sécurisé. Oui. Du coup, voilà. Donc ça, c'est pour la partie conformité. C'est pas forcément prévu, mais on peut se dire que on le fait de manière incrémentale. On augmente la sécurité au fur et à mesure pour que ça râle, mais pas trop, et faire plier un peu le roseau. Et maintenant, pour la partie authentification, on peut se dire c'est sympa, mais nous, on nous demande d'utiliser le MFA, donc
Donc, on va essayer de le mettre en place. Donc, on va aller sur notre interface graphique pour SCMFA. Donc, j'ai les deux sur deux partitions différentes. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir les deux sur deux partitions différentes. Ça veut dire que nous, comme on fait que des démos, si on a envie de casser quelque chose, on préfère casser qu'une seule partition. Donc voilà, je me connecte. On voit nos super utilisateurs. Et donc le fameux onglet IBMI Server. Et je vais même essayer d'aller dans Serveur Options, IBMI. Et là, c'est une partie qui est intéressante. C'est que pour configurer la partie IBMI, il faut avoir un utilisateur. Donc, ils ont choisi de faire en sorte que le nom d'utilisateur qui sera sur les partitions clientes soit le même sur toutes les partitions clientes. Et c'est un petit peu ce que je mentionnais hier, un peu soit le pense-bête, soit le fait de dire j'ai changé l'endroit de mon certificat. Donc là, c'est la clé d'authentification SSH. J'ai créé une clé publique, une clé privée. Et tout simplement parce que pour changer le mot de passe de mes utilisateurs, j'ai 7 utilisateurs qui doivent avoir le droit de changement de mot de passe sur tous les utilisateurs. Et quand je vais m'authentifier et obtenir mon token, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer PAF par SSH via l'échange clé privée, clé publique, et ça va modifier sur mon endpoint, sur ma partition cliente, le mot de passe de l'utilisateur qui doit s'authentifier. Voilà ce qui se passe en sous-jacent, sachant que donc ça implique aussi des contraintes, notamment d'activer le SSH sur la partition. Et une autre contrainte qui est sur la taille du mot de passe. On peut avoir des mots de passe qui sont en 8 caractères. Le best practice, c'est quand même de rester en 16 caractères sur PowerSC, le token qui est généré. On a le choix. Je déborde un petit peu, mais voilà. On a le choix sur le type de token qu'on génère. 16 caractères, donc le plus sécurisé, 8 caractères avec un peu du moite-moite, et 8 caractères, c'est que du uppercase. Ça signifie qu'il faut avoir le bon Q-Password Level. Et voilà. Au niveau des quelques contraintes. Donc, là, je ne vais pas trop m'embêter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une nouvelle partition IBMI. Et pour ce faire, donc, je vais me connecter sur mon serveur PowerSC-MFA. Je vais à l'endroit où est stockée ma clé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier donc ma clé, donc test MFA, la clé publique, et je l'envoie via mon utilisateur IBMI, donc PMFA SRV et pas SVR. Je l'ai su que plus tard. 137 et 73. Et on va le mettre à sa racine, donc PMFA SRV et dans le point SSH. Tac. Ouf. J'ai eu chaud. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en SSH sur ma partition IBMI cliente. Tac. Je vais dans mon point SSH. Je retrouve ici mon test MFA public key. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le nommer correctement pour que ce soit bien interprété. Tac. On change le nom en authorized keys. Hop. Maintenant, je retourne sur l'interface graphique. Je vais dans IBMI Server, ajouter un serveur. Et là, donc, c'est là où il ne faut pas se tromper. Mettre le bon nom. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Je vais aller sur mon serveur PowerSC. Hop, je copie-colle le hostname de ma partition. Je mets un utilisateur sur ma partition PowerSC MFA Server et je vais dire à quel utilisateur il peut se connecter. Donc, je ne sais pas à qui se connecter. En fait, il a confondu le nom de. Non, c'est pas moi, c'est écrit.
par rapport au nom DNS dans le PLGTTP. Donc le hostname qu'on met dans l'option 12, c'est celui-là qu'il faut mettre. Ce n'est pas le nom de la session host qui s'appelle Padawan, Trucmuche ou Patacouffin. D'accord? Donc voilà. C'est pour ça aussi que ce n'est pas écrit dans la doc non plus. Oui. Voilà. Pour l'excuser, donc en formation, monsieur HFP Montant. Et donc, j'ai ajouté mon utilisateur sur ma partition PowerSMFA Server, donc, qui est reconnu sur cette page, à un utilisateur de ma partition IBMI. Je ne sais pas qui mettre, donc j'ai mis Atata. Là, c'est en unknown. Et ce qu'il faut faire, c'est quand on rajoute un nouveau serveur, il faut redémarrer le serveur MFA pour que ça puisse, voilà, c'est ça, ça puisse découvrir donc le client. Normalement, si tout se passe bien, tout s'est bien passé, j'ai de la chance, on est en connecté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans User Provisioning et puis on va se créer un petit utilisateur. On va appeler Toto, c'est gentil. Et juste Toto, parce qu'on aime bien, les sorties du mercredi soir. Alors, le password fallback n'est pas valable pour IBMI pour le moment. Dans tous les cas, c'est une backdoor, donc c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Mais ça, pour les clients AX, Linux, c'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à s'authentifier avec les MFA, ils peuvent utiliser leur mot de passe de leur partition cliente finale. Suivant. Ah, Expliquer le SSO-ID. ah oui, le SSO-ID, c'est pas le SSO. Peut-être faux espoir, mais du coup, faux espoir trop long là aujourd'hui. J'avais précisé hier, mais j'ai pas pensé aujourd'hui. Donc, SSO ID n'est pas le SSO. Sachant que on a eu une séance hier sur la partie SSO et sécurisation. Le SSO n'est pas la sécurisation. Ouais, en fait, le problème, c'est que le SSO, c'est une facilité d'accès à une partition, ce n'est pas de la sécurité. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez une autoroute sur votre partition, mais vous ne la sécurisez pas. C'est-à-dire que le SSO, c'est une facilité d'accès. Vous mettez du token, vous faites plein de choses, mais en aucun cas, vous élevez la sécurité, vous facilitez l'accès parce que vous avez des échanges de tokens. Mais ce n'est pas de la sécurité. Si votre machine, c'est une password, elle est en QSEC20 avec QPassword level 0, vous avez 300 utilisateurs qui réellement sur une password en QSEC20 password level 0, donc récupération, la table de hash, machin, et ainsi de suite, j'en passais les erreurs. Mais ce n'est pas de la sécurisation, c'est juste de la facilité d'accès. D'accord? Il faut distinguer, c'est-à-dire qu'on single sign-on, c'est qu'on va permettre, par rapport à un utilisateur Toto, de lui faciliter l'accès à différents endroits. Mais on n'élève pas la sécurité. La partition, par défaut, elle va garder ses valeurs de sécurité standard. Yes. Donc maintenant qu'on a ajouté notre utilisateur Toto, à savoir que j'ai déjà un utilisateur aussi de la partition AX qui s'appelle Toto. Donc, je ne pourrais pas faire les étapes après. Maintenant, la seule chose à faire, donc au préalable, j'avais bien entendu créer une règle qui regroupe deux méthodes différentes. Dans cette règle, je lui ai donné le joli nom de TOTP et mot de passe. Le CTC n'est pas réutilisable et je lui ai mis une durée de vie de 60 secondes. Parce que 60 secondes, c'est bien. Et derrière, les méthodes que j'avais choisies, c'était TOTP et le mot de passe sur ma partition MFA Server. Sachant que, a posteriori, comme on le voit là, c'est possible de rajouter des méthodes, en retirer, etc. C'est préférable potentiellement de ne pas forcément le faire. Autant créer une nouvelle règle. Donc maintenant, si on retourne sur notre utilisateur, on retrouve bel et bien la règle qui avait été créée et les deux méthodes d'authentification de cette règle. Maintenant, la seule opération qu'on aura à faire, c'est sur le petit crayon et on clique sur Open. Open, ça veut dire que mon utilisateur n'est pas encore enregistré et n'a pas été appairé pour le moment. On ne sait pas si son application est le token qu'il voit sur l'application IBM Verify ou Google Authenticator est le bon. Donc, on lui permet justement de faire cet appairage. On confirme sans appuyer trop longtemps sur la touche. Maintenant, il y a une autre interface
qui permet là d'accéder à la partie Japper, mon utilisateur avec le TOTP. Donc, mon utilisateur Toto, un mot de passe extrêmement sécurisé. Je me connecte. Alors, c'est là que du coup, je vais réduire ça. Tac. Oups là. Oh, le téléphone n'est pas reconnu. Dans l'idéal, c'est juste vous montrer le processus après. On va voir si ça veut bien fonctionner. Oui, voilà. Non, ne voilà pas. T'as la webcam d'allumée. Oui, oui, oui. Ah, c'est le screen. Partager les haut-parleurs, c'est pas bon ça. Voilà. Donc, comme ça, on peut voir mon écran. Je vais sur IBM Verify, ça marche aussi sur Google Authenticator ou n'importe quelle application qui peut scanner un QR code et je vais supprimer l'ancien, comme ça, ce sera mieux. Je clique juste en haut à droite pour ajouter ici, pour ajouter un nouveau code et en fait, ça a été trop rapide, ça a déjà scanné. Donc, j'ai mon nouvel utilisateur Toto @showbc, donc forum de Bois-Colombes, qui est le nom de domaine qu'on a décidé de donner ici. Et j'ai mon token, qui est très pratique ici, c'est que du coup, j'ai les deux sur le même écran. À savoir, donc, petite spécificité, parce que c'est pareil, on s'est amusé là-dessus. Il faut que le serveur pour rester MFA, qui peut très bien être sur IBM aussi, hein, il faut que le serveur pour rester MFA soit synchrone avec la time zone UTC. De quoi? Oui, en fait, il faut se baser sur un NTP serveur. En règle générale, c'est souvent ce qui est fait de base, se mettre en synchrone sur UTC. Et c'est comme ça que les deux peuvent se reconnaître. J'ai dû jouer un petit peu parce qu'on n'avait pas des accès. Enfin bon, on a réussi à débloquer ça. Donc là, le token qui est sur mon écran est bien le même que celui généré sur le MFA serveur. Et on va être en mesure de retourner ici sur la partie IBMI, parce que oui, j'ai créé l'utilisateur après avoir ajouté la partition IBMI. Et ben on va ajouter la connexion à la partition IBMI et on va lui permettre de se connecter à Atata aussi, parce que Atata c'est bien. On peut aussi dire ajouter plusieurs utilisateurs, donc c'est une fonctionnalité que pas forcément trop compris, mais on peut ajouter un ou plusieurs utilisateurs pour se connecter avec du coup le même token à notre partition cliente. Ajouter serveur, et ici on les retrouve bien, Atata, Atoto. Maintenant, on va sur Yet Another page avec un chemin, parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé, je n'ai pas montré le chemin. Donc, soit on va sur le chemin par défaut, qui est juste l'adresse de mon serveur, le port avec lequel on échange avec le serveur MFA et /MFA. Donc là, on atterrit sur la page par défaut et depuis cette page, on tape le nom de notre règle. Donc nous, le nom de notre règle, c'est TOTP and password. Et là, on retrouve bien la règle, TOTP et mot de passe. Et donc, il va falloir rentrer le nom de notre utilisateur sur la partition .smfa serveur, le mot de passe et le token. Je réactive le téléphone. 161 392. Paf, on a le token de 16 caractères. Là, on a juste à cliquer ici qui permet de stocker sur le presse-papier. On va ici. On avait dit que c'était
Toto, y aller. Hop là. J'ai juste fait CTRL-V. Faudra me croire là-dessus, je peux pas. Et donc voilà. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé derrière, j'avais préparé sur une petite slide, c'est on était en tant qu'utilisateur A, si on reprend ce qui était sur les slides, on se connecte sur notre serveur. Vraiment, on se connecte, on va faire le processus d'authentification. Si on s'authentifie et qu'on y arrive, c'est possible d'échouer, à ce moment-là, l'utilisateur, donc le root de PowerSC-MFA, va envoyer à l'utilisateur avec qui on avait échangé justement les clés publiques, clés privées. Ça va changer le mot de passe de mon utilisateur. Dans ce cas-là, c'était à Toto. Et derrière, le mot de passe maintenant, c'est le token. Je peux me connecter avec le token. Sachant que quand on arrive à la fin de vie de notre token, le mot de passe il est transformé à nouveau. C'est-à-dire qu'il est obligé de régénérer un token pour réavoir un mot de passe. Particularité, c'est pour les administrateurs, eux, pour le coup, ceux qui ont un profil administrateur, leur mot de passe, c'est pas étoile non, c'est un mot de passe à la voix. Voilà pour la particularité. Est-ce qu'il y a une autre particularité? Non, attends, j'ai oublié. Je suis sûr, il dit quelque chose. Ah si, tu as l'histoire de la durée de vie du token. Quand dans le temps imparti, si vous le faites avant la fin du temps imparti, vous pouvez rechanger, régénérer le token, ça ne marche pas. Tu sais, tu avais l'histoire que si tu le refais dans les moins de 60 secondes, de créer 2 tokens dans les moins de 60 secondes. Ah, ça marche pas? Non. J'ai essayé. En fait, si vous faites votre token et vous dites, bah, je me suis planté, je ne suis pas sûr d'avoir copié-collé, ainsi de suite, vous le régénérez. Dans les moins, si on a mis par exemple 60 secondes de durée de vie, on ne peut pas l'utiliser en fait. Il faut vraiment attendre 1 minute pour qu'il clear le machin, parce qu'en fait, il ne fera pas la double correction du mot de passe. C'est le test qu'on avait fait sur Merlin, qu'on avait fait. Ah oui. Qu'est-ce qu'il doit faire l'utilisateur pour se connecter? C'est quoi les étapes là? Un utilisateur qui arrive devant un sign-on, 52-50. Bah, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur l'interface graphique. Donc, Il se connecte sur MFA, c'est ça? c'est ça. En fait, il va aller sur, grosso modo, sur cette interface-là. Il n'est pas obligé d'aller sur celle avant. C'est possible d'envoyer le lien qui est vraiment très simple, hein, c'est juste le nom de la règle au bout du chemin. Et derrière, il atterrit sur la page sur laquelle il doit s'authentifier. Son utilisateur, pour des raisons de simplicité, c'est possible de mettre le même nom d'utilisateur entre AX et IBMI. Et après, les méthodes. Une fois qu'il s'est authentifié avec les méthodes, il récupère le token, il va sur son 5250. C'est un copier-coller. Ouais. Sachant que c'est valable aussi pour Navigator for You. Les utilisateurs qui ont accès à Navigator for You, ils récupèrent leur token et ils se connectent derrière sur Navigator for You. C'est ça qu'on dit que dans le temps de durée de vie du truc, si vous plantez dans le copier-coller, il vaut mieux attendre 1 minute qui tue le credential et d'en refaire un programme. Sachant que c'est encore la même chose, parce que des fois, par défaut, souvent, c'est le mot de passe qui est utilisé pour se loguer directement l'émulateur 5250. Bah, l'étape préliminaire, s'il a besoin de son mot de passe, utilisateur, token, comme ça, il ouvre la session, enfin, il ouvre l'accès à la session 5250. Ça aussi, c'est important, ça. On peut le faire uniquement pour les profils OLBJ, par exemple, et laisser l'utilisateur lambda se connecter Ah oui. classiquement. C'est tout à fait possible. En fait, il n'y a pas d'obligation que ce soit tous les utilisateurs qui utilisent le MFA. Chaque règle, chaque utilisateur est indépendant en termes de gestion de l'utilisation. C'est un utilisateur qui a 0 droit, qui a rien, pire que le plancher. S'il n'y a pas besoin de MFA, il n'est pas obligé de lui coller un MFA. Bah, typiquement, par exemple, vous faites de la logistique avec du machin, des entrepôts. Un mec avec son pistolet, il n'y a pas d'intérêt à avoir du MFA, hein, clairement. Par contre, le superviseur, ainsi de suite, c'est lui qui va avoir des accès plus importants dans la base pour faire des requêtes, du BI et autre chose. Lui, évidemment, il faut qu'il ait du MFA. Mais tous ceux qui vont se connecter en pistolet, en machin, faire de la saisie, du scan rapide, c'est superflu. Sachant le point que j'avais oublié, si jamais on n'est pas dans cette figure où on se dit bon, bah, je veux vraiment que tous mes utilisateurs aient le MFA,
Ce qu'il conseille, c'est de dire que l'utilisateur qu'on a vu tout à l'heure, PMFA SRV, celui qui modifie, qui récupère le mot de passe et qui modifie le mot de passe sur la partition IBMI, ce qu'il recommande, c'est de dire, bon, bah, une fois que c'est configuré, de le passer à étoile et on l'oublie dans un coin. Pour pas avoir justement cette backdoor de dire, bon, bah, j'ai 7 utilisateurs dans mon système, il y a toujours son mot de passe qui n'est pas généré par la série. Là, si on a 3000 utilisateurs, il faut rentrer 3000 utilisateurs dans la table. Justement, ce point-là, on n'est pas obligé de le faire sur, comme on l'a fait là à l'unité, donc je l'ai pas montré là. Ici. C'est les animations. Donc ça, c'est le processus qu'on a vu où on fait un par un, mais c'est possible. Il y a des scripts qui sont mis à disposition par PowerSC et à partir de fichiers qui ont une trame qui est donnée par la doc, je la connais pas par cœur, ça permet de rentrer tous les utilisateurs et de les mettre prêts à être enregistrés directement. Donc il y a quand même un petit travail à faire sur la création de ce document-là, mais après, c'est tout. Sachant que plus sur la partie MFA, sur la partie conformité, j'y repense, au-delà de l'aspect créer des profils customisés, donc pour le moment, ce n'est pas encore valable pour IBMI, mais c'est arrivé, on leur a demandé pour AX et Linux, comme c'est des scripts qui tournent derrière, dans certains cas, nous, ce qu'on leur avait dit, c'était, on sait qu'il y a des personnes qui vont jouer avec l'outil, ils savent que c'est des scripts, c'est un fichier XML qui contrôle derrière des fichiers batch, enfin bash. Et ce qui se passe, c'est que derrière, bon, ben, c'est possible de créer ces règles customisées. On va encore plus loin que, à partir des profils avec mes règles qui sont prédéfinies, je réutilise ces règles-là. Ils ont permis pour la partie AX pour le moment de se dire vous pouvez créer vos propres règles. Voilà comment procéder. On demande à ce qu'il y ait la même chose pour la partie IBMI et ils ont dit que c'était en cours. Il y a, il y a, il y a un élément en plus pour la partie IBMI. En fait, pour l'instant, sur l'IBMI, quasiment toutes les règles s'appuient sur des valeurs système. Par contre, il y a une volonté, on leur a demandé, c'est de travailler sur les exit points, en fait, de pouvoir ajouter une sécurité en travaillant sur les exit points, et du coup, ça permettrait d'avoir une vraie sécurité complémentaire, notamment avec des listes d'autorisation, ainsi de suite, et de pouvoir standardiser ça. Le but, c'est d'automatiser. Donc, si demain on dit, ben, on va travailler sur les exit points, je veux une liste d'autorisation Tartignol qui va m'autoriser que les utilisateurs Patacofin et Patachrouf, ben là, si j'ai 50 partitions, je le fais directement. Donc, mais c'est vraiment, nous, ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux sur la partie BMI, mais il y a vraiment eu de très, très grosses évolutions. Et on voit qu'avant, c'était le parent pauvre. Maintenant, il y a une vraie évolution du produit. On se dit, demain, on va être en capacité de traiter. Là, avant, on était à 5 ou 10% de l'IBMI. Maintenant, on arrive bientôt à 50%. Donc, et ça continue de monter. C'est sûr que par rapport à du Linux et de l'AX, on en est encore très loin. Mais nous, on a vu vraiment les évolutions. Et en plus, demain, avec la nouvelle version qui va arriver l'année prochaine, on sait qu'aussi ça va s'intégrer encore plus facilement. Ça peut être le bon moment, si vous avez beaucoup de partitions, beaucoup de choses à traiter, de se dire je peux industrialiser mes process de compagnie. Sachant que, comme je l'avais mentionné hier et pas aujourd'hui, donc ils sont dans un développement qui est relativement agile, donc ils font avec beaucoup de remontées qu'ils peuvent avoir. Nous, on leur a énormément remonté la partie IBMI, il faut vraiment la travailler. Voilà ce qu'on peut travailler. Donc, ils ont réussi à l'augmenter par rapport à avant. Ça reste pas aussi satisfaisant qu'on le voudrait, mais ils sont vraiment friands de retours qu'ils peuvent avoir. Il faut savoir qu'ils ont créé une fonctionnalité qui est, je mets des grosses guillemets, utile que pour un pays en fait. Dans un pays, ils reçoivent de manière hebdomadaire ou mensuelle un fichier avec tous les hash des virus qui sont connus. Et ça, c'est au niveau gouvernemental. Et eux, ils ont dit, c'est un client qui a dit, écoutez, nous, on reçoit ça, est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose qui nous permette d'intégrer justement cette notion de, on a tous ces virus, toutes ces signatures de virus à disposition, comment est-ce que vous pouvez faire? Et ils ont créé la fonctionnalité qui s'appelle block listing, où on rentre un fichier avec les hash des signatures de virus, et derrière, bah, ils permettent de bloquer tous les fichiers qui ont cette signature-là. Donc, ils se basent beaucoup sur les retours qu'ils peuvent avoir pour justement ajouter des nouvelles fonctionnalités. Et notamment, bon, bah, entre-temps, il y a eu aussi la partie antivirus Clamavée. Je ne sais pas si on a le temps de l'aborder là.
peut-être 2 minutes, mais en fait, voilà, il y a une partie ClamAV. ClamAV, c'est un antivirus open source. Et la particularité, c'est qu'il a été ajouté, donc maintenant, depuis la version 2.2.0.2, si je ne dis pas de bêtises, on a la possibilité d'installer ClamAV dans la partie IFS de l'IBMI et de lancer du scan de nos IFS. Je rappelle quand même que dans l'IBMI, l'IFS, c'est un peu de passoire quand même, et surtout un bon porteur sain, voire porteur pas sain. Et le mode de propagation de beaucoup de ransomware, CryptoLocker, ainsi de suite, c'est les accès réseau. Et nos chers utilisateurs ont souvent Piclet, PQRS avec un répertoire de l'IFS. Donc c'est très facile d'infester un IFS. Donc là, l'avantage, c'est tout simplement, on a la possibilité de dire, ben voilà, j'ai une arborescence complète, tu me la scannes en permanence. Et donc lui, il y a une base, on met à jour une base de données ClamAV qui se met à jour périodiquement, donc on peut la programmer pour tous les jours, elle se met à jour. Et lui, il va prendre l'intégralité des haches de signature, des malwares et autres, et par rapport à ça, il va scanner en permanence. Et lui, dès qu'il détecte quelque chose, un fichier, il le met en quarantaine. Donc ça peut être très intéressant. Donc là, sur la partie, sur l'onglet sécurité, quand on clique sur les 3 petits points au bout de la ligne de chaque endpoint, c'est là qu'on voit les différentes fonctionnalités avec lesquelles on peut, les grosses guillemets, jouer et travailler. Il y a la surveillance d'intégrité de fichiers, donc l'interaction avec le QAudit format. Il y a la configuration d'alerte. J'ai à chaque fois un événement qui a monté si je lance un profil, enfin, j'applique un profil de conformité. J'ai un événement qui est remonté, qui est dans la partie rapport. J'ai un événement qui est remonté à chaque fois que j'ai un fichier que je monitore et qui est modifié. Et en fait, c'est possible de configurer l'aspect EDR, donc de PowerSC, de configurer des alertes et de dire, bon, bah, si j'ai tel événement avec telle sévérité, et bien à ce moment-là, quelle action je vais mener. C'est possible d'exécuter un script, d'envoyer des données vers un syslog, ou alors d'envoyer un mail. Ça, c'est pour la partie alerte. Après, on retrouve la conformité, block listing. On parlait juste avant, donc on va en parler là. Événements qui permettent de voir les événements, etc. Donc la partie dont on parlait là, c'est malware. Donc il faut avoir installé, bien sûr, ClamAV. On peut configurer, comme disait Laurent, donc l'aspect arborescence qu'on retrouve donc pour l'IFS. Et à chaque fois, on peut choisir quel oui. On peut choisir quel dossier on va monitorer. Pas obligé de monitorer de scanner tout l'IFS, mais on peut vraiment faire du fine grain. Et la partie configuration c'est bien de faire un scan, mais qu'est-ce qu'on fait des fichiers qu'on va trouver? Là, on a laissé, nous, les paramètres par défaut, qui sont, par exemple, mon fichier, je modifie son accès. Juste, on ne peut pas le lire, on peut pas écrire dessus, on peut pas exécuter, on peut rien faire. Et on va le déplacer vers une zone de quarantaine, qui permet de dire, on a vu que c'était risqué, on le met de côté, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Et voilà pour tout ça. Et l'aspect, donc, c'est possible de programmer des scans, de se dire, toutes les semaines, je veux lancer un scan de tout. Je sais que le week-end, j'ai aucune activité, paf, je fais un scan le week-end et ça part. Et après, donc, il y a tout comme configuration, juste une fois, toutes les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, tout. Alors après, pourquoi il y a le scan, il est schedulé, c'est parce qu'en fait, la tâche de scan, elle est juste très invasive en termes de performance. C'est ça. Je vous rappelle que le scan d'un IFS, c'est ce qu'il y a de plus violent pour un IBM, la descente dans les répertoires. Et donc là, lui, le job, il peut vous faire monter la machine à 300-400% sans problème. Non. Donc, c'est là-dessus où voilà, il faut le faire avec modération, mais par contre, c'est ce qui permet aussi de s'assurer une intégrité. Après, ça dure. C'est l'initialisation du job qui est très long. Oui. Voilà. Mais une fois qu'il est lancé une première fois, le scan, tous les autres scans derrière vont très vite. Donc, c'est de se dire, quelle est ma portée? Parce que, par exemple, ça peut être qu'un répertoire qu'on sait qui est en exposition. On peut dire, je scanne ce répertoire-là en exposition de manière permanente. Et ça va être le premier scan qui va être très long. Mais les autres derrière,
c'est quasiment l'instantané. Par contre, la charge de scan elle-même qui tourne en tâche de fond, elle fait un gros pic et après, généralement, une fois qu'elle est chargée, elle va redescendre et après, elle a une utilisation mais courante. Vous lanciez un scan une fois ou 100 fois, ça fait plus de pic derrière en fait, ça reste flat. Et c'est le premier pic. Si vous avez un répertoire avec 5000 fichiers, je peux vous garantir que le garçon, il envoie du lourd. Voilà. C'est pour ça que c'est important de bien choisir Oui. les dossiers à scanner. Ouais, au début, nous, on avait mis tout l'IFS et en fait, le scan, il a duré 2 jours avant d'être autonome. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on sait de quoi on parle, on a fait différents tests. Mais après, voilà, par contre, ça a vraiment un avantage. C'est-à-dire que on n'est pas forcément obligé de tout scanner son IFS parce que le rebond dans l'IFS est quand même assez compliqué en IBMI. Copier des fichiers de répertoire à répertoire, même pour un cryptolocker, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Mais c'est pour ça que si vous avez que des répertoires d'exposition, bah ceux-là, au moins, vous les mettez en scan. Parce qu'il y a des répertoires qui sont liés à un automate ou autre chose, où on balance des fichiers, ça récupère, ainsi de suite. Mais des répertoires qui n'ont pas été atteints ou des répertoires dans QProData, QUserData, ceux-là, il y a peu d'intérêt. Et peut-être juste rapidement pour voir, après, faut savoir qu'à chaque fois, là, pour information, je suis sur la partie surveillance d'intégrité de fichiers, c'est juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Qu'on peut l'activer ou la désactiver directement depuis l'interface graphique. Et ce que ça va faire, c'est que sur votre partition, ça va passer QAudit Control à soit étoile none, soit étoile OBJ Audit. Et ça met du temps pour charger parce que tout simplement, c'est les dossiers qui sont, le nom des dossiers, etc., qui sont envoyés de la partition vers le serveur PowerSC. Et donc, une fois qu'on a tout ça, après, on choisit un peu quel dossier, quels objets on veut monitorer. Et à chaque fois, on a le choix sur le type de monitoring. Object Audit, c'est User Profile, Change et All. Si on veut activer ou pas l'aspect héritage pour la partie répertoire dossier. Et après, quand on crée des nouveaux objets, qu'est-ce qui va être assigné sur la partie audit. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, sachant que derrière, encore une fois, activer, désactiver, c'est étoile non ou étoile OBJ audit. C'est un petit tour rapide de ce à quoi ça ressemble. Après, voilà, on s'amuse. Tout à l'heure, quand j'ai préparé la session, que j'ai retiré donc la clé d'authentification sur mon serveur sur lequel on a fait nos tests, et on a ajouté notre serveur IBMI, enfin notre partition IBMI en client au serveur pour SMFA, j'ai ajouté ou j'ai modifié un fichier et voilà, les super logs auxquels on a droit. Il n'y a rien qui est réinventé, quoi. C'est vraiment le journal qu'on retrouve ici. Et après, ces logs-là, vous pouvez les envoyer dans un syslog ou machin, les parser parce que vous Les envoyer un syslog, les supprimer parce que typiquement, ça sert à rien, quoi. Mais c'est là. Avec, c'est ça. Avec les rapports qui sont intéressants. Donc, je prends celui-là parce que je trouve très marquant. C'est la timeline. Tac. J'en ai parlé hier. C'est un rapport où on n'est pas à l'échelle d'un groupe, on est à l'échelle d'une partition, d'un endpoint. Et on voit en fait, donc on peut choisir la manière dont on affiche les choses. Donc, moi, j'aime bien afficher en forme de liste d'événements. On a un petit peu un effet de causalité. Savoir, à partir de là, ma partition était à plat. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et justement, on voit la succession de tous les événements. Donc, il y a des événements de conformité, événements de sécurité. Dans la partie sécurité, il y a tout. Il y a de l'échec de mot de passe, il y a des fichiers qui ont été modifiés. Voilà. Là, j'ai modifié l'accès aux fichiers .ssh sur NFR, etc. Je vais m'arrêter là parce qu'après sinon vous n'allez jamais manger. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Je peux vous faire des démonstrations sur ce que vous voulez, ainsi de suite. On a beaucoup d'autres choses sur PowerSC. Si vous avez des besoins spécifiques, on est capable de vous faire les présentations adaptées. Vous nous contactez, on fait un workshop
et on fait ce que vous voulez dessus. Voilà. Ça peut être de l'IBI, mais si vous avez des besoins AX, Linux aussi, on peut regarder en même temps. C'est open bar. N'hésitez pas. On est là pour ça. Merci. Merci. Et puis, bon appétit. Oui, on ne retient pas plus.